Comme Comme ça te ça met met à à l'aise. l'aise. C'est ça. Il y a environ 1 an, je cherchais des prestataires qui font de l'éco-conduite et je suis tombée sur le site internet d'une auto-école dans le coin qui mettait en avant le fait qu'elle était éco-responsable. Je me suis dit, tiens, intéressant, je vais voir ce qu'ils font. Et là, j'ai eu envie de les insulter. Vraiment, j'étais furax. Je lisais des expressions délirantes comme votre agence de la mobilité zéro CO2. Genre, zéro CO2, une auto-école. C'est pas une vélo-école, hein. Ils avaient des voitures, alors peut-être certaines électriques, mais bref, on était très très loin d'être zéro CO2. Et en fait, quand on sait comment fonctionne un bilan carbone, on voit bien que atteindre zéro émission, c'est simplement impossible. Il faudrait ne plus rien vendre, ne plus rien acheter, ne rien transporter, ne même pas utiliser un ordinateur. Alors j'ai pris sur moi pour envoyer l'email le plus poli possible, où je disais être étonnée de constater du greenwashing sur leur site internet, que même si leur démarche était sincère, ce type de vocabulaire les décrédibilisait. Il n'y avait même pas en fait un document quelconque qui justifiait ce zéro CO2, il fallait les croire sur parole. Et je leur ai aussi envoyé l'article de loi qui explique que c'est illégal, ainsi qu'un guide de l'ADEME sur la communication responsable. Alors je n'ai jamais eu de réponse, mais je suis retournée sur leur site internet quelques semaines plus tard et devinez quoi? Eh bien, plus aucune mention délirante de ce style. À la place, j'ai trouvé une explication claire sur leur engagement environnemental, bien décrit, hyper concret, et ils faisaient des choses assez chouettes en fait. Comme quoi, ça sert d'interpeller les entreprises et les marques quand ça ne va pas. Et la personne que je reçois sur le podcast aujourd'hui le fait également. Céline Réveillac est consultante en communication, spécialisée sur les sujets de greenwashing, et elle anime aussi le compte Instagram Greenwashing Lovers, avec lequel elle interpelle des marques en plein éco-verdissement, comme on dit en bon français, et explique avec beaucoup de pédagogie pourquoi telle campagne ou telle marque ne devrait pas utiliser certains termes ou les revendiquer. Alors peut-être que vous avez déjà entendu des entreprises mettre en avant leur politique net zéro en référence à la neutralité carbone en 2050, ou même des produits présentés comme bons pour le climat ou neutres en carbone. Parce qu'il y en a marre de l'hypocrisie, voire du foutage de gueule. Dans cet épisode, on va vous expliquer pourquoi un produit neutre en carbone, ça n'existe pas, comment différencier une communication honnête du greenwashing, très utile pour vos achats pro comme perso, et comment utiliser les bons termes pour mettre en avant son engagement environnemental sans raconter n'importe quoi. C'est parti, on vous explique la RSE. Bonjour Céline et merci d'être au micro d'Écolo au boulot. Bonjour, merci à toi et puis bravo pour avoir interpellé cette marque et l'avoir fait changer de comportement. C'est pas toujours le cas. Ouais, c'est vrai que là j'ai une victoire facile. Alors pourquoi est-ce que toi tu luttes au quotidien contre le greenwashing? Pourquoi est-ce que toi aussi je suppose que c'est quelque chose qui t'énerve? Parce que c'est vrai que des fois on pourrait se dire bah c'est juste une communication maladroite. Alors oui, c'est quelque chose qui m'énerve et d'ailleurs c'est parce que ça m'énerve que en fait, mon compte Greenwashing Lover est un exutoire. C'est ce qui me permet de pas garder cette nervosité, cet énervement en moi. Donc, d'abord, si je le fais, c'est pour, c'est pour ça, c'est pour pas tourner en rond toute seule dans mon coin, c'est pour partager ça avec mes pairs. Et puis, parce qu'en fait, le greenwashing, ça ralentit la transition écologique, la transformation écologique nécessaire. On pourrait effectivement se dire que ben, tant qu'on parle d'engagement écologique, c'est c'est bien. Et effectivement, il faut parler de ces engagements écologiques. Le problème, c'est que quand on abuse, on pourra redonner la définition du greenwashing, mais quand on abuse de ces arguments, ça, ça a plusieurs conséquences. D'abord, ça rend confusant dans l'esprit du public les efforts réels à entreprendre. Ça freine au développement de véritables solutions. En fait, si je entre une paire de baskets qui sont affichées comme éco-responsables, recyclées, recyclables, etc., et une autre paire également éco-responsable, ben,
laquelle je choisis. Et peut-être que si la communication est abusive, ben, je vais croire que je fais un achat éco-responsable alors que j'aurais pu acheter une paire de baskets peut-être plus éco-responsable, mais qui ne fait pas de greenwashing. Et puis, ben, ces marques réellement vertes qui ont des engagements forts, ben, du coup, elles se retrouvent et qui ne se survendent pas, elles se retrouvent cachées, elles se retrouvent, on ne les voit plus au milieu de ces communications abusives. Et dernière chose, ça rend aussi auprès le public, en fait, il devient méfiant des discours verts. On en a ras-le-bol de ces discours et ça peut entraîner aussi une baisse de l'intérêt pour, alors d'abord pour la consommation responsable et puis pour le développement durable et tous ces enjeux de transition écologique. Euh, pour ma part, il y a aussi c'est pour moi une question aussi morale et juridique. Le greenwashing, c'est une pratique commerciale trompeuse, on le reverra. Et pour moi, bah, c'est ultra problématique d'avoir des marques, des entreprises qui ne jouent pas les règles du jeu, qui sont en fait hors la loi, qui ne respectent pas en plus leur public. Mm. Ok. Alors, juste, je te coupe. Moi, ça me coupe un petit peu. J'entends pas fluidement ce que tu dis. Donc, est-ce que ça te va Ah, si on enlève les caméras? Peut-être que ça sera ouais, bien sûr. mieux. Alors, Parce que ça enregistre quand même, mais c'est juste que moi, j'entends pas très bien du coup. hop, Top. Ouais, donc on voit que ouais. c'est un mélange de choses. En effet, le plus vert que vert, il y en a marre, et puis en fait, on s'y retrouve pas. Ceux qui communiquent de manière raisonnable en utilisant une communication responsable, ils sont effacés par ceux qui respectent pas ça. Et en effet, ça amène des pratiques commerciales trompeuses. Et est-ce que tu aurais des astuces, des repères pour nous aider à reconnaître le greenwashing, notamment autour des sujets de neutralité carbone et de CO2? Alors, d'abord, on va redéfinir ce que c'est que le greenwashing, même si c'est un concept maintenant connu de beaucoup de monde. Le greenwashing, c'est quand il y a une disproportion entre le message et la réalité. Euh, et il y a différentes typologies de greenwashing. Par exemple, quand il y a un manque de preuves, tu en as parlé en introduction, quand tu as dit qu'il n'y avait aucun document spécifiant certaines allégations de cette entreprise, ou encore quand le vocabulaire est imprécis. Et les allégations de neutralité carbone ou même de compensation carbone, elles pourraient rentrer dans la catégorie du vocabulaire imprécis ou encore de formulation globalisante. Sur la neutralité carbone, alors c'est un peu technique, mais on a quelques éléments qui sont simples à comprendre pour réaliser qu'on est bien dans du greenwashing. D'abord, la neutralité carbone, elle repose, peut-être que tu as déjà eu des podcasts, des épisodes là-dessus. La neutralité carbone, elle repose en grande partie sur la compensation carbone. C'est vraiment, aujourd'hui, les entreprises, beaucoup se basent principalement sur la compensation carbone pour leur trajectoire de neutralité carbone. Oui, Et en c'est fait, ça, parce qu'en fait, on peut pas ne rien émettre. Mais du coup, c'est un peu facile en fait, de dire juste j'achète des crédits carbone et du coup, je voilà, suis neutre. c'est ça. En fait, cette possibilité de compenser ces émissions via l'achat de crédits carbone, ben, elle détourne le vrai enjeu du concept de neutralité carbone qui est réduire ses propres émissions. L'objectif, il est bien de réduire. Alors, bien sûr, on ne peut pas euh, enlever totalement ces émissions carbone, mais c'est bel et bien de les réduire. Et donc, quand on compense, quand on va acheter des crédits carbone, on les réduit pas. Ensuite, sur cette histoire de crédit carbone, de compensation carbone, c'est un en fait, on il n'est pas
aujourd'hui possible de prouver qu'un crédit carbone va réellement neutraliser de manière fiable une tonne de CO2 émise. Aujourd'hui, il y a trop d'aléatoires. Une forêt, si on fait de la compensation par reforestation, la forêt, il peut se passer plein de choses. L'arbre, il peut brûler, et puis il met aussi beaucoup de temps à, euh, à s'élever, à grandir. Et donc, à un instant T, j'achète un crédit carbone pour, pour une émission qui est potentiellement compensée, très potentiellement compensée, on n'en sait rien. Mmh. Euh, et puis enfin, comptablement, en fait, comment on distingue une entreprise qui a réduit de 50% ses émissions carbone, qui a réellement réduit, qui compense le reste, et d'une entreprise qui en fait n'a rien réduit et qui compense 100% de ses émissions. Ben, on n'est pas du tout sur la même typologie d'action. Donc en fait, la compensation, c'est un jeu d'écriture comptable finalement qui permet virtuellement de rendre neutre en carbone n'importe quel produit, même un SUV de 2 tonnes 5, ou un jet privé, un voyage en avion, alors que derrière, il y a des réalités qui sont bien plus complexes que ça. Pour vérifier, du coup, en tant que consommateur, si on se place du côté du consommateur, pour éviter de se faire berner, on peut se poser différentes questions quand il y a des allégations de ce type-là. D'abord, de quel gaz à effet de serre on est en train de parler? Est-ce qu'il s'agit du CO2 seulement? Est-ce qu'il s'agit d'autres gaz à effet de serre comme le méthane ou le protoxyde d'azote? Est-ce que est-ce que c'est précisé dans la communication? Sur quel périmètre on agit? Est-ce qu'il s'agit des émissions directes, ce qu'on appelle le scope 1? Est-ce qu'on inclut les émissions indirectes, ce qu'on appelle le scope 2? Ou même les émissions élargies, le scope 3? Selon le scope dont on parle, ben en fait, le périmètre n'est pas du tout le même. Donc il faut que la communication, elle précise dans quel périmètre on se situe. Et puis ensuite, il faut qu'on sache comment est-ce que la réduction s'est opérée. Est-ce que c'est un système de compensation? Est-ce que c'est un système de réduction réelle? Donc voilà, déjà sur ces trois questionnements, ben, si l'entreprise, si la communication est floue, il y a un loup, il y a anguille sous roche. Mmh. Et par contre, en général, c'est pas écrit sur les produits. Ça, c'est des informations qu'il va falloir aller chercher. Est-ce que toi, tu vois des entreprises qui le font bien, ça, qui expliquent bien quel est leur périmètre, de quel gaz on parle et quelle est leur part de compensation? Alors, oui, certaines. Alors, c'est sûr qu'une communication, on peut pas tout raconter. Donc, effectivement, la première chose, c'est qu'il faut renvoyer vers une page internet où là, on va pouvoir trouver des détails. C'est souvent détaillé dans les rapports RSE ou les rapports d'impact. Et oui, il y a des entreprises qui le font correctement. Alors là, j'en ai pas en tête, mais certaines le font correctement. Ça existe. Mmh mh. OK. Ouais, donc ça demande quand même un petit peu de recherche de notre part d'aller débusquer si ce que l'entreprise dit Malheureusement, est vrai ou pas. Ouais. oui, malheureusement, aujourd'hui, il faut que le consommateur, c'est au consommateur d'aller vérifier l'information. Ce qui ne devrait pas, normalement, il faudrait avoir suffisamment confiance pour se dire c'est OK, j'y vais les yeux fermés. On n'en est pas là. Mmh mh. Et est-ce qu'à l'opposé, tu vois souvent des communications où on parle d'une entreprise ou d'un produit neutre en carbone euh, de manière injustifiée? Alors, il y a eu, euh, oui, alors ça, pour moi, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Alors d'abord, on y reviendra, mais là,
la neutralité, parler de neutralité carbone, ça n'a aucun sens. Il faudrait beaucoup nuancer. Euh, on a eu un gros boom il y a environ 4-5 ans sur cette allégation de neutralité carbone, où tout d'un coup, toutes les entreprises, tous les produits sont devenus neutres en carbone. Il y avait une station de radio qui était neutre en carbone, les compagnies aériennes, des barres chocolatées. On avait aussi des tomates neutres en carbone. Et puis aussi les bouteilles d'eau minérale. L'eau minérale était devenue neutre en carbone. Aujourd'hui, ces allégations, elles sont devenues plus discrètes. Alors, peut-être déjà, en fait, à la télévision, il y a un passage obligatoire par l'ARPP, l'instance de régulation, qui tamponne ou pas qui dit OK, cette publicité peut bien passer et qui vérifie les allégations. Et j'imagine qu'il y a eu avec cette augmentation d'allégations, ils ont été plus. Je reprends. Ouais. J'imagine que la RPP, au moment de faire passer les publicités à la télé, au moment de tamponner ça, s'est dit qu'il fallait être beaucoup plus strict et elle a moins laissé passer de choses. Et puis, ben, il y a eu aussi un effet de formation, de prise de conscience des acteurs, puisque ben, on leur a reproché de faire du greenwashing, et donc certains sont revenus en arrière. Par exemple, parmi ceux qui sont revenus en arrière sur la mention de neutralité carbone, on a EasyJet, on a Nespresso, on a La Poste, qui vraiment utilisaient énormément cette allégation, c'était partout, et qui l'ont abandonné. En revanche, on en a d'autres qui continuent. On a par exemple Volvic ou Apple qui ne se privent pas de continuer. Et puis sur les sites internet et sur les réseaux sociaux, où là c'est beaucoup plus le Far West, Ouais. ces allégations restent encore hyper présentes. Mm, mm. Ouais, donc ça commence quelque part un petit peu à se réguler quand il y a des organismes qui autorisent ou pas à publier une publicité, mais c'est pas encore généralisé. Tout à fait. Et comment est-ce que euh, quand tu t'adresses à une entreprise où tu dis non mais eux ils racontent n'importe quoi, ils peuvent pas faire ça, et que quelque part tu les épingles ou tu les mets en avant, en tout cas tu leur écris, comment est-ce que tu leur expliques que ce qu'ils font c'est pas possible? Euh, alors, je m'appuie beaucoup sur l'avis de l'ADEME de 2022, qui fait valoir que la neutralité carbone à l'échelle d'un produit, d'une marque ou d'une entreprise n'existe pas. Ça, c'est la première chose. Euh, Ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, le concept n'est pas directement transposable à une entreprise, une marque ou même un citoyen, en fait, ce concept de neutralité carbone. Parce qu'en fait, le réchauffement climatique, il dépasse la simple échelle locale d'un individu ou d'une entreprise. Et donc, cette mise en œuvre de neutralité carbone, elle doit être coordonnée de manière globale à l'échelle de la planète. Mm, Donc, vraiment, ça, c'est cet avis de l'ADEME, je m'appuie beaucoup, beaucoup dessus. mm. Ouais, comme Et ça puis, ça on a, t'évite d'expliquer, mais c'est vrai que en fait il y a un espèce d'équilibre entre les émissions de CO2 qui sont émises par les humains et ce que la planète est capable d'absorber, et en effet une entreprise ou un citoyen ne possède pas les océans, des terres, etc., pour absorber le carbone qu'ils émettent eux-mêmes, exactement, quoi. Enfin, c'est pas comme ça qu'on compte. ouais, tout à fait. Et là, alors, la définition du GIEC, il dit que la neutralité carbone est un état comme un équilibre entre les émissions et les absorptions de CO2 à l'échelle du globe. Et donc, effectivement, comme tu dis, on peut pas émettre, la neutralité carbone, c'est ne pas émettre plus de gaz
à effet de serre que l'on ne peut en absorber. Et, et donc, ça ne peut être qu'à l'échelle de la planète. Ouais, parce que sinon, il faudrait, je sais pas, peut-être des quotas, quoi, mais enfin, on n'en est pas là, en tout cas, aujourd'hui. Non, et puis même avec les quotas, est-ce qu'on pourrait parler? Je suis pas sûre qu'on pourrait parler de neutralité carbone. On serait conforme aux quotas Mm. Ouais. qu'on s'est donnés finalement. Mm, mm. Ok. Et est-ce qu'une entreprise peut être sanctionnée pour greenwashing? Oui. Alors, le greenwashing, comme je le disais tout à l'heure, c'est une pratique commerciale trompeuse. Et donc, l'entreprise, elle peut faire l'objet de poursuites pénales, civiles ou administratives. Et ben, le greenwashing, du coup, comme il s'inscrit dans la pratique commerciale trompeuse, euh, on a eu on a eu quelques cas de pratiques commerciales ces dernières décennies. Mais en 2021, on a eu la loi climat et résilience qui a fait très clairement inscrire dans le code de la consommation le greenwashing parmi les pratiques commerciales trompeuses au même titre que les arnaques financières ou les messages sur l'origine d'un produit. Et donc cette précision, elle vient, euh, elle vient vraiment asseoir cette notion de pratique commerciale trompeuse et elle vient ouvrir la possibilité de procès, de procès. Et on a, alors il y a une étude par l'Institut Grantham, je ne sais pas comment on prononce, c'est un institut britannique, Grantham. D'après eux, il y aurait actuellement dans le monde 80 recours en justice contre des entreprises pour greenwashing depuis 2015. Ok, On a, c'est des associations de consommateurs en général qui oui, portent plainte, ouais. oui. Alors n'importe qui ne peut pas. C'est quand même, c'est assez spécifique et pour accuser de pratiques commerciales trompeuses, effectivement, il faut notamment être une association de consommateurs. Mm. En France, on a Nestlé qui est poursuivi depuis 2021 par deux assauts de défense de consommateurs concernant l'allégation de neutralité carbone de Nespresso, Ouais. qui en fait, sa neutralité carbone, c'est 95% de ses émissions qui sont compensées en plantant des arbres. Et puis aux États-Unis, on a aussi Evian, la filiale de Danone, qui est en procès. Et qu'est-ce qu'on a encore? On a des compagnies aériennes, dont Air France, qui sont actuellement attaquées pour greenwashing. Mm, mm. Et les sanctions, tu as une idée de ce que ça peut être pour ces entreprises? Est-ce que c'est Alors, c'est limitant? proportionnel. Ouais, c'est proportionnel au chiffre d'affaires. Je pourrais pas plus pas te dire à hauteur de combien. C'est soit à hauteur du chiffre d'affaires, soit à hauteur du budget dépensé dans les campagnes de communication. Ok. Mm, mm. Donc, il y a quand même une idée d'être dissuasif. Oui. Alors, et puis, du côté de la neutralité carbone, on a aussi en France, depuis 2023, vanter la neutralité carbone d'un produit est précisément encadré. Alors, au début, le projet de loi, c'était une interdiction de communiquer sur la neutralité carbone. Bon, aujourd'hui, il est autorisé de parler de neutralité carbone, mais de façon encadrée. Mm. Le truc, c'est que si on se réfère à l'avis de l'ADEME, si la neutralité carbone n'existe pas, bon, je vois pas comment on pourrait communiquer sur la neutralité carbone. Et je sais pas comment le législateur, le jury va se dépatouiller avec ça. Et puis au niveau de l'Union européenne, on a une directive qui prévoit une interdiction quasi totale, mais bon, il faut voir si le texte ne sera pas détricoté d'ici là. Et puis ça serait pour 2026. Ok, d'accord, ça marche. Euh, alors, est-ce que juste
pour cette Mm. partie-là, tu avais d'autres choses que tu voulais préciser sur, sur la Euh, législation ou sur l'avis de l'ADEME? non, Non? Ok, non, on est bon. ça marche. Donc on a vu que, bon, il y a des pratiques qui sont encore aujourd'hui bah, illégales, même si on ne sait pas si à quel point elles seront sanctionnées. Euh, Si nous-mêmes, on communique sur notre entreprise ou nos produits et qu'on veut faire ça correctement, alors j'avais déjà fait un épisode complet sur le fait de communiquer sans greenwashing, alors il y a quelques années, c'était l'épisode numéro 28, ça date. Mais Céline, est-ce que toi, tu pourrais nous donner des astuces pour communiquer sur un engagement environnemental ou climatique en utilisant les bons termes et sans faire de greenwashing? Oui, alors, donc, vous l'aurez compris, on ne peut pas parler de neutralité carbone. Donc, quand on ne peut pas parler de neutralité carbone, en fait, ce que recommande l'ADEME, c'est de parler de contribution à la neutralité carbone collective. Quand on veut parler vraiment de cette trajectoire de neutralité carbone. Mm. Euh, Tout de suite, c'est moins sexy, C'est j'en ça. conviens. Il n'empêche qu'en communication responsable, une des bases de la communication responsable, ben, c'est d'être précis, proportionné, non globalisant. Et donc, ben ouais, il faut en passer par là. Euh, quelques exemples, parce que ce, ce terme de contribution à la neutralité carbone collective, finalement, ça va peut-être plutôt être pour le site internet ou pour des communications assez où on décrit des choses. Mais Ouais, pour ça des va pas être sur, communications sur la pub dans le métro, quoi. ou alors en astérisque. Mm. J'ai un exemple d'une basket de Monsieur Moustache qui communiquait, alors je ne sais pas s'il continue, mais il y a 2, 3 ans, ils avaient communiqué sur une basket qui était neutre en carbone. Ils disaient découvrez Maxence, la basket neutre en carbone. Il Donc parlait aussi, nous, là, on rigole. voilà. Euh, alors, sur le terme, l'allégation découvrez Maxence, la basket neutre en carbone, ce qu'il pourrait être dit à la place, c'est donc Maxence, c'était le nom de Mm. la basket Monsieur Moustache. Ça serait découvrez Maxence, la basket sur le chemin d'une pollution maîtrisée. Déjà, on parle plus de neutralité carbone. En plus, déjà, est-ce que la neutralité carbone, ça parle aux gens? Je suis pas sûre. Mm. Donc moi, je proposerais bien de jouer en communication. En plus, on peut jouer sur des lexiques qui font référence au produit. Donc parler de chemin d'une pollution maîtrisée, je trouverais ça déjà plus juste. Ensuite, ça c'est vraiment pour l'accroche. Ouais. Ensuite, quand il précise, c'était sur un post Instagram. À l'intérieur du post, il reprécisait neutre en carbone. Moi, ce que je propose là, c'est de préciser l'empreinte carbone, on l'a réduit de X%. On pourrait aussi préciser l'empreinte eau, on l'a réduit de X%. Oui, c'est Et vrai, parce qu'en ensuite, fait, mettre l'attention sur une pollution comme le CO2, qui est peut-être pas la principale pollution du produit en question, enfin, quand on passe du textile, on sait que l'eau, ça a une grosse empreinte. En effet, enfin, ça compte dans le greenwashing, non? Quand tu décentres du vrai enjeu de pollution. oui, alors c'est complexe, mais effectivement, parler uniquement de carbone, c'est hyper problématique. Ouais, 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 il faudrait pouvoir diversifier, se décentrer de ça. Ouais, 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 tout à fait. Mm. Et puis Pardon, je t'ai interrompu. non, non, pas de souci. Il faudrait pouvoir préciser aussi,
euh, en combien de temps on a réduit? Est-ce que c'est en 2 ans? Est-ce que c'est en 5 ans? Est-ce que c'est en 10 ans? Préciser aussi l'objectif de réduction. Sur ce poste, on a également 55% de CO2 en moins qu'une basket standard. Bah, en fait, c'est quoi une basket standard? Ouais. Donc là, il faudrait dire réduction de X% des émissions de gaz à effet de serre, et on va reparler aussi de l'eau, dans l'idéal, sur l'ensemble du cycle de vie, par rapport à notre modèle standard le plus vendu. Et là, voilà, si on précise notre modèle standard le plus vendu, là, on sait de quoi on parle. Mais une basket standard, est-ce que c'est toutes les baskets vendues dans le monde, si on se réfère aux baskets Nike ou d'autres baskets, ou est-ce que c'est nos baskets à nous? Mm. Et puis ensuite, on a des allégations qui ne rentrent pas dans la neutralité carbone, mais ça peut être intéressant d'en parler. Matière végane et recyclée. Ben, Ouais. là, encore une fois, on n'est pas assez précis. Donc, il faudrait parler de matière constituée de X% de matériaux recyclés et X% de matière issue de déchets viticoles, par exemple. Et on a fabriqué au Portugal. Là, pareil, quel est le pourcentage de fabrication au Portugal? En l'occurrence, sur cette basket, en réalité, c'est 85% au Portugal, 15% en Asie. Bah, non, donc on n'est pas fabriqué au Portugal. Mm. En partie. Peut-être qu'on pourra mettre le lien vers le visuel. C'est ce que je voulais proposer, c'est que c'est un cas, une étude de cas que tu as mis sur ton Instagram Greenwashing Lovers. Donc, je pense qu'on pourra renvoyer les personnes pour aller regarder. Et si vous avez des propositions à faire, si vous voulez vous entraîner à comment est-ce que on pourrait communiquer de manière plus responsable sur cette basket qui peut-être fait des choses très bien, mais exagère un peu sur sa com, ça pourrait être drôle. Et donc là, on est parti d'un exemple. Est-ce que Mhm. plus généralement, enfin, ça nous aide bien à comprendre quand même hein, ce que tu disais. Il faut que ce soit bah, les justes termes en fait. Recycler, ça veut rien dire. C'est quelle part qui est recyclée, c'est quoi comme matériel qui est recyclé, etc. Et Euh, qu'est-ce qui est recyclé sur la basket également? Est-ce que c'est quel matériau? Est-ce que c'est tous les matériaux ou qu'une partie? mm, ouais. Est-ce que tu as quelques derniers conseils à nous donner sur faites attention à, je sais pas, à Mhm. telle chose ou à telle chose quand vous voulez communiquer? Oui. Alors, donc on a dit qu'on peut pas on peut pas dire je suis neutre en carbone. Euh, En revanche, la neutralité carbone, c'est une démarche. Et donc, on peut tout à fait dire, mon entreprise met en œuvre une démarche de neutralité carbone. Mon entreprise est engagée pour la neutralité carbone collective. Ça, c'est des choses qu'on peut tout à fait dire. Euh, Ne pas oublier aussi d'utiliser l'affichage environnemental pour apporter des preuves. On a l'éco-score qui se développe. Enfin, l'affichage environnemental, ça vient amener une preuve tangible Oui, c'est ça, plutôt parce que que... dire mon entreprise est engagée pour la neutralité carbone collective, encore faut-il le prouver. Tout à fait. Tout le monde peut dire ça, et ça voudra pas dire la même chose chez tout le monde. Tout à fait. Derrière, il faut amener, comme ce que je montrais tout à l'heure, empreinte X% de carbone, X% d'émissions de gaz à effet de serre réduites. Euh, alors sur l'affichage environnemental, là où il faut être vigilant, utiliser l'éco-score, c'est vraiment ce vers quoi il faut aller. On a des entreprises qui développent leur propre éco-score. Ben, Du coup, là, c'est on plus peut se poser des comparable. questions. Ben, c'est ça. Déjà, comment on compare avec d'autres marques? Et puis, quel est le cahier des charges de cet éco-score?
Alors là, l'ADEME dans son guide, oui, ça c'est d'ailleurs j'en ai pas parlé. L'ADEME donc a publié un avis sur la neutralité carbone et l'ADEME a également publié une recommandation sur l'utilisation de l'argument de neutralité carbone dans les communications, qui est très très pratico-pratique. En Ok. revanche, dans leurs exemples, ils parlent d'un affichage environnemental développé par Garnier. Moi, j'ai un gros problème avec cet affichage développé par Garnier euh, parce que il comporte énormément de biais. Alors d'abord, comme tout cahier des charges développé par l'entreprise elle-même, ben, il faut qu'il y ait un tiers pour aller attester que ce cahier des charges est, euh, est conforme et puis est objectif. Mm. Euh, et, euh, et finalement, on se retrouve avec leur système donc je crois je sais plus si on est sur un système de ABCD, mais imaginons qu'on est sur un système ABCD, on, les, la marque va comparer les produits entre eux, et donc si le produit le moins polluant est donc le produit le moins polluant va être noté A et le produit le plus polluant va peut-être être noté C. Mais si ce produit le moins polluant A est quand même par rapport au marché hyper polluant, comporte des problématiques, ben, cette note A n'a aucun sens. Peut-être que Mm. ce produit, il devrait être noté C. Si on avait un cahier des charges plus exigeant, il serait noté C. Et donc, cette grille de lecture, ben, elle est complètement biaisée. Mm, mm. Et donc, ouais, j'ai un vrai problème avec ces systèmes de notation développés par les entreprises elles-mêmes, tout comme les labels développés Oui, c'est ça. par les Si on créait entreprises. notre propre label, on s'auto-favoriserait, c'est trop facile. Voilà. Ok, d'accord. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour tous ces exemples, ces bonnes pratiques. Voilà, ça nous aiguise un petit peu l'essence pour euh, démêler le vrai du faux dans les allégations environnementales qui nous sont proposées. Bah voilà, qu'on soit particulier ou même acheteur dans une entreprise, il faut être capable de choisir correctement. Alors malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'il faut encore beaucoup chercher par soi-même, mais peut-être que via des éco-scores ou des méthodologies communes, ça permettra de gagner un petit peu de temps à terme. Oui. Pour terminer sur une note positive, on est en plein JO. Il y a beaucoup de choses à redire sur les JO, les partenariats, etc. Mais les JO ont décidé de ne pas parler de neutralité carbone. Ils se sont appuyés sur l'avis de l'ADEME. On a une page internet qui précise qu'ils ont choisi de ne pas utiliser cette formulation. Ah, comme quoi, quand on lit l'avis de l'ADEME, on arrive à formuler les choses de manière plus cohérente. C'est bien. Mhm. Top. Et ben, merci beaucoup. Et comme je le disais, donc, je mettrai le lien vers ton compte Instagram et l'étude de cas de la basket notamment dans la description de cet épisode. Comme ça, vous pourrez aller la voir. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Alors, je vais juste couper l'enregistrement.